Dans de nombreux domaines, on enseigne dans les UFR Staff de France des disciplines qui ne correspondent pas aux professions qu'embrasseront les étudiants en formation, à condition de réfléchir à l'échéance que j'évoquais tout à l'heure, 2050. Alors je dis ça aujourd'hui, j'ai été doyen de cette UFR STAPS. Donc je crache dans la soupe d'une certaine façon. Je le disais déjà à l'époque. Tous mes écrits mettaient cela en évidence. Mais non seulement, aujourd'hui je le dis, mais je le crie. Parce que la réalité professionnelle des étudiants n'est absolument pas dans la logique des enseignements qu'on leur propose. À mon avis, je ne vais pas pouvoir sortir de la salle. Régis nous a parlé tout à l'heure des salles de fitness qui, à terme, s'extériorisent en fait. On se rend compte que de plus en plus, il y a des machines à l'extérieur, des machines qui sont connectées avec un Wi-Fi public qui devient de plus en plus performant. Est-ce que, à moyen, voire même à court terme, toutes les villes devront être équipées de ce type de service? Est-ce que le sport, au final, se fera plus à l'extérieur qu'à l'intérieur? Est-ce que ce serait pas ça l'avenir du sport, en tout cas du sport urbain? Là, il faut prendre un certain nombre de précautions. Moi, je vais vous donner des éléments chiffrés. La ville de Paris a fait une enquête, je crois que c'était il y a une quinzaine de mois, pour essayer d'identifier où les Parisiens faisaient du sport. Ou, disons, retirons le vocable sport, où les Parisiens développaient une activité physique. Et la surprise a été quand même assez énorme lorsque l'enquête a mis en évidence que les Parisiens faisaient une activité physique ou du sport dans les jardins publics, sur les quais de Seine et dans les parcs publics. Ils n'utilisaient pas les équipements sportifs, sauf les piscines. Bon, ceci étant, et bientôt ils pourront nager dans la Seine, paraît-il. Ils n'utilisaient pas les équipements sportifs. Je vous parle là des adultes, des personnes de 40 ans qui développent une activité physique, non pas dans une logique compétitive, mais dans une logique liée à la forme, aux formes, perdre du poids par exemple, dans une logique liée au lien social, rencontrer d'autres personnes, c'est-à-dire dans une logique très différente de la réalité proposée par les services que l'on développe au sein des équipements sportifs via les clubs licenciés, enfin les clubs affiliés aux fédérations de la capitale. En réalité, l'enquête disait clairement ce que nous disions il y a près de 30 ans, que le sport n'était pas là où on l'attendait. Les Parisiens développent une activité ailleurs que dans les équipements sportifs. D'où la question de votre camarade, enfin les deux questions de vos deux camarades. Est-ce que l'avenir ne serait pas lié à des équipements légers, liés notamment en particulier à la pratique du fitness, que l'on développerait sur les quais de Seine et dans les parcs et jardins publics? La réponse est oui. Alors, l'innovation, c'est dans la dimension numérique. Il y a aujourd'hui des tentatives. Alors, c'est pour ça que moi, je me méfie un petit peu. On voit là, il y a une illustration qui laisse penser qu'on est dans une logique de pratique numérique. Je crois qu'il faut considérer que ce qui vous est présenté là, c'est un prototype. Parce que nous avons reçu, c'est Arnaud qui les avait invités. Oui, pardon. C'est Landis. Landis qui les avait invités, c'était il y a un mois et demi à peu près. Nous avons reçu au Kind Arena, dans le cadre d'une journée d'études, l'un des représentants de la start-up incubée au tremplin, j'ai oublié son nom d'ailleurs. Airfit, voilà. Airfit, et qui nous a clairement dit que actuellement la solution numérique était sous forme de prototype. Mais attention, sous forme de prototype en 2017, ça veut dire sous forme de service en 2019. Donc la logique, elle est là. Mais vous comprenez bien que ce qui vous est présenté à l'écran, là, ça n'a rien à voir avec la gymnastique développée dans ce gymnase par la Fédération française de gymnastique. On est dans un autre modèle. Et la principale caractéristique de ce modèle, c'est que ces pratiquants-là sont qualifiés par les acteurs institutionnels du sport de pratiquants sauvages. Le terme dit bien ce qu'il veut dire. Un pratiquant sauvage, c'est quelqu'un qui n'a pas les mêmes valeurs que les valeurs olympiques. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, il ne s'inscrit pas dans le cadre des organisations qui défendent ces valeurs, à savoir les clubs affiliés à la fédération. Problème, aujourd'hui, les pratiquants sauvages, en nombre, sont bien supérieurs
aux licenciés. Donc, pour en revenir à la question de tout à l'heure, qui va prendre en charge la demande sociale qui débouche sur ce type d'activité? Les villes, les maires, les élus locaux. Contraints et forcés peut-être, mais ils vont finir par le faire. Et ils vont le faire sur la base de nouveaux services, qui seront des services numériques, totalement dématérialisés, utilisant des plateformes d'intermédiation, mais attention, pas n'importe quelle plateforme d'intermédiation. Aujourd'hui, quasiment tout service des sports a une plateforme qui s'appelle Google, ou une plateforme qui s'appelle Facebook, plus rarement qui s'appelle Twitter, et qui propose, via, prenons le cas de Facebook, qui propose un certain nombre d'activités, un certain nombre de calendriers, un certain nombre d'événements qu'ils mettent en ligne via Facebook. Le problème, c'est que chacun sait ici que dès lors que vous êtes dans une stratégie Facebook, les données que vous allez mettre en ligne, via vos demandes, via vos inscriptions, via votre satisfaction ou votre insatisfaction, ces données seront exploitables. La solution, c'est donc d'utiliser ce que l'on appelle des plateformes d'intermédiation privatives, qui sortent de cette logique d'exploitation commerciale de la data de chacun d'entre nous. Aujourd'hui, les architectures, enfin jusqu'à présent, disons, les architectes qui concevaient les équipements sportifs les concevaient pour un spectateur. C'est très clair. On parlait de l'OL tout à l'heure, le stade de l'Olympique Lyonnais, il est conçu pour les spectateurs. On pense que très très vite, les architectes vont concevoir des équipements sportifs pour des téléspectateurs, et non plus pour des spectateurs. Ce qui veut dire que l'architecture sera organisée non pas pour le spectacle, mais pour le téléspectacle. Concrètement, ça signifie que dans la conception de l'équipement seront intégrées des caméras à haute valeur ajoutée technologique qui seront strictement dépendantes de l'équipement. Ou plus exactement, l'équipement sera dépendant des caméras. Ce sont les caméras, la position des caméras en fonction de la discipline, parce que chaque discipline est particulière sur le plan de la capture des images et de l'exploitation des images. Les caméras vont conditionner la façon dont les architectes vont penser les équipements sportifs. Là, votre camarade a tout de suite mis en évidence le fait que au sein de ce nouvel équipement de Nanterre, c'est la totalité de l'équipement qui peut être utilisé, notamment les murs, le plancher, pour pouvoir enrichir les images. Ça, c'est d'ores et déjà dépassé. Nous avons un dispositif de curation de contenu sur des startups israéliennes qui ont, notamment une, qui a inventé un type de caméra qui permet de prendre des images sur la base non seulement d'une position horizontale à 360 degrés, mais également sur une position verticale, 360 degrés. C'est-à-dire que la caméra, plus exactement le système de caméra, permet de produire des images qui sont proposées ensuite à des téléspectateurs, de façon à ce que le téléspectateur soit au cœur de l'action. Aujourd'hui, pour être au cœur de l'action, vous avez le ralenti. Vous avez au mieux 2, 3, peut-être 4 caméras, j'imagine, qui vous proposent des angles différents pour le ralenti. Là, il y aura un système de 25 caméras qui permettra de produire un ralenti dans toutes les directions. Au plan horizontal, au plan vertical, à 45 degrés dans les deux sens de la sphère. Ce qui permet, et je vous assure que les images que nous avons vues sont incroyables en termes de netteté et en termes de possibilité d'identifier les fautes de jeu, les mauvais placements, les erreurs tactiques. Ça, c'est quelque chose qui va émerger bien avant les Jeux Olympiques de 2024. On pense que dès les Jeux Olympiques de Tokyo en 2020, les équipements japonais seront équipés de ce type de caméra et que les retransmissions seront sans commune mesure avec ce que l'on connaît aujourd'hui dans le domaine des retransmissions sportives. Ça veut dire qu'il y a là des logiques qui vont renverser complètement la problématique des équipements. L'équipement ne sera plus conçu pour le spectateur,
il sera conçu pour le téléspectateur, peut-être ensuite pour autre chose, c'est-à-dire quelqu'un qui sera un téléspectateur mais qui utilisera beaucoup plus un deuxième voire un troisième écran, sa tablette ou son smartphone. Et cette logique-là amène une bascule complète dans la façon d'appréhender les équipements. Les équipements seront conçus pour produire de l'image, alors qu'aujourd'hui les équipements sont conçus pour produire du spectacle. Contrairement à tout ce que l'on dit, tout ce que l'on voit, tout ce que l'on lit, le problème de Paris 2024, c'est pas l'organisation des Jeux Olympiques. C'est même pas de disposer des équipements sportifs adaptés comme je viens de l'évoquer. Le problème de Paris 2024, c'est le transport. Et le transport, c'est les fameuses, parce qu'il y en a plusieurs, hein, on parle de construire 60 gares en Île-de-France, 60 gares de métro en Île-de-France, avec l'ensemble des dispositifs qui permettront aux athlètes de se rendre sans utiliser, enfin en transport en commun, de se rendre en moins d'une demi-heure sur tous les sites où ils devront concourir. Donc, contrairement à ce que l'on pense, et contrairement à ce que dit Tony Estanguet et Anne Hidalgo, parce que c'est manifestement pas le problème pour l'instant qu'ils ont à résoudre, le problème des Jeux, c'est le transport, et c'est ce que l'on appelle le transport du Grand Paris. Tenez-vous bien, c'est actuellement le plus grand chantier du monde. C'est le plus grand chantier du monde. Le problème, c'est qu'on s'est fixé une date butoir. Août 2024. Et qu'en se fixant cette date butoir, on a raccourci les programmes de construction, notamment sur les lignes qui seront utilisées par les athlètes. Là, l'information est tombée cette nuit. Il y aurait, je parle au conditionnel parce qu'on l'a pas vérifié, il y aurait 2 nouveaux tunneliers qui vont être mis en place pour creuser les dispositifs de métro. C'est un coût démesuré. C'est un coût démesuré et c'est pas le seul problème. Il y a un autre problème, c'est que le calendrier ne pourra pas être respecté. Ça, c'est une certitude. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui se passe actuellement? Le gouvernement, le Grand Paris, l'Île-de-France sont en train de se battre les uns contre les autres parce qu'il s'agit de fixer des priorités. Et les priorités, évidemment, elles seront olympiques. Ça signifie que les voies qui vont être construites à grands frais seront d'abord des voies destinées aux Jeux. Vous imaginez les réactions des élus qui avaient envisagé qu'en 2024, 2025 ou plus tard, ils auraient leur propre voie. On leur dit non, ça sera en 2030. Actuellement, ils sont en train de monter au créneau. Donc c'est pas joué. C'est pas joué. C'est pas joué du niveau au niveau de la technologie numérique, parce qu'il y a une chose que je ne vous ai pas dite, c'est le coût va être tellement démesuré qu'il va falloir aussi là fixer des priorités. Et on peut imaginer que le 9-3 sera le premier département français, et peut-être même européen, à être équipé 5G, parce qu'il faudra que les journalistes qui viennent du monde entier aient la possibilité d'utiliser la 5G. Parce que pour eux, ça sera la 5G ou rien. Donc la priorité sera donnée au 9-3 au détriment de l'Essonne, des Yvelines, de la Seine-et-Marne, au détriment de la ville de Paris même d'une certaine façon. Donc vous voyez que et ça personne ne l'avait prévu, c'est ce qu'on appelle des effets collatéraux ou des effets pervers qui sont en train d'émerger. C'est la raison pour laquelle vous avez certainement suivi la presse actuellement, alors même que tout le monde pensait que Estanguet et le directeur général, comment s'appelle-t-il, Taubois, seraient aux manettes pour organiser les Jeux. Et actuellement, Taubois risque de faire les freins et Estanguet risque d'être cornaqué par une autre personne. Parce que clairement, il n'a pas le niveau. Par rapport à ces enjeux-là, c'est pas un jugement de valeur gratuit, il n'a pas le niveau, il ne maîtrise pas ces éléments qui sont des éléments liés au BTP, au calendrier des BTP, des éléments techniques, des éléments politiques. C'est la raison aussi pour laquelle on voit apparaître des noms actuellement, et notamment, je ne sais pas si vous avez peut-être vu l'expression utilisée, un préfigurateur.
Alors le préfigurateur qui a été choisi, c'est un haut fonctionnaire, bardé de diplômes, probablement quelqu'un de très très grande qualité, qui était en Seine-et-Marne, je crois, Marne-la-Vallée, et qui pilotait le Grand Paris, enfin la partie du Grand Paris pour Marne-la-Vallée. Là, on a reçu l'information il y a 3 semaines, peut-être moins de 3 semaines, on nous a dit on a nommé un préfigurateur. Alors ça a surpris tout le monde. D'où vient ce nom préfigurateur? On pense à un nettoyeur, on pense à... Et en fait, le préfigurateur, c'est le terme est utilisé dans la préfectorale. Préfigurateur, c'est un préfet qui préfigure un projet, c'est-à-dire qui en dessine l'esquisse d'une certaine façon. Et donc ce haut fonctionnaire français de très grande qualité, il a été nommé pour préfigurer quelque chose. Le seul problème, c'est que la préfiguration a été faite dans le dossier de candidature. Donc le préfigurateur va modifier le projet. Et modifier le projet par rapport à tout ce que je viens de vous dire, par rapport aux dimensions technologiques et surtout aux dimensions de coût. Donc Paris 2024, pour l'instant, c'est un vrai point d'interrogation. Et personne n'a les réponses. Donc c'est simple, c'est comment les startups et les data vont transformer le sport de haut niveau. Alors d'abord, la notion même de données physiologiques, anatomiques, est quelque chose que l'on connaît depuis longtemps. À l'INSEP, par exemple, les entraîneurs, les coachs, les médecins disposent d'un certain nombre de données. Mais la particularité des données dont ils disposent, c'est qu'elles sont postérieures ou antérieures, soit à la performance, soit à l'entraînement. Là, la différence, c'est que la data disponible, elle sera en temps réel. C'est-à-dire qu'elle sera produite par des technologies. Alors là, vous avez un exemple, mais il y en a d'autres, je vais vous en parler tout de suite. Des technologies qui permettront d'identifier les données, la data, ou l'ensemble des données, mais de façon à ce que le coach puisse faire évoluer une séance d'entraînement, par exemple, en fonction de la fatigue, en fonction de problèmes ou en fonction de la forme de l'athlète. L'entraînement va être totalement numérisé en temps réel. Sur la base de capteurs, dont ce qui vous est présenté là est probablement identifiable comme étant du niveau des pharaons par rapport à ce qu'on utilisera dans 3 ans. C'est pour ça que je vous ai dit, et je le redis, ce qui vous importe aujourd'hui, c'est la vitesse absolument extraordinaire des avancées technologiques qui se multiplient, qui se superposent, qui se remplacent les unes les autres. Là, ce qu'on vient de vous présenter, on est vraiment là dans une logique archéologique. J'en veux pour preuve d'autres éléments qui apparaissent, et là je parle sous ton contrôle. Vous étiez en Allemagne il y a 10 jours, je crois, et on vous a présenté des éléments liés à l'entraînement qui ne sont pas portés par le joueur, mais qui sont fournis par l'équipement. C'est bien ça, hein. C'est l'équipement lui-même, une piste d'athlétisme par exemple, qui est bourrée de technologies numériques pour renvoyer des données sur la foulée, sur la puissance de l'appui, sur un certain nombre d'éléments. Ce qui veut dire que si vous combinez les informations fournies par l'équipement, les informations fournies par le joueur au regard de ce dont il dispose sur lui ou en lui, parce que ça aussi c'est un élément qui est en train d'émerger, en lui, ça veut dire que des données émanant non pas d'un tissu, d'un textile connecté, mais émanant d'une puce qui sera greffée sur le joueur, permettant de mesurer un certain nombre de paramètres physiologiques, qui seront restitués ensuite, en temps réel, de façon à ce que le coach puisse avoir accès à des données de ce type-là. Vous multipliez tout cela, et vous avez un autre format d'entraîneur, un autre format de coach. On sera très loin là de la réalité où le coach aujourd'hui c'est l'œil du maquignon qui est capable d'identifier le geste bien réalisé du geste pas bien réalisé et puis de le formaliser avec ses mots, ce qui est encore actuellement le cas. Là, à échéance 2021-2022, le coach sera un coach complètement formé à l'exploitation des données numériques. Qui va le former?
Aujourd'hui, en France, il n'y a pas de formation adaptée. Certainement pas les STAPS. Et pourtant, ça arrive, et ça arrive à grands pas. Donc on est là, pour reprendre ce que je vous disais tout à l'heure, on est là dans des logiques, certains peut-être d'entre vous se destinent à l'entraînement, au coaching, à des logiques de métier qui vont dans ce sens-là, l'optimisation de la performance. Il faut savoir que ce que l'on vous enseigne aujourd'hui, en 2017, c'est même pas la peine de penser que vous allez l'utiliser en 2020. C'est ça aussi le problème qui se pose. C'est l'accélération des transformations. Le sport 3.0, aujourd'hui, est un véritable point d'interrogation pour tout le monde. Personne ne sait où il va nous introduire. Alors que pour le sport 2.0, on savait à peu près où on allait. Les indicateurs, nous on avait mis en place un certain nombre de scénarios à l'époque, on savait où on allait, d'ailleurs on ne s'est pas trompé. Là, personne ne peut dire où on va. La seule chose que l'on puisse dire, c'est que les transformations sont devant nous, très rapidement, très rapprochées, et qu'elles vont avoir un coût. Et pour certaines transformations, un coût absolument démesuré.